Bonjour, bonjour à tous. Retour du militaire, retour du générique, retour de Maria Zakharova. Voilà, je vous en avais parlé, je vous avais prévenu. L'idée, elle était de faire un débat, donc ça a été, comme l'a dit à quelques reprises Alexandre Robert, l'ami Alexandre, du brainstorming, pour essayer de répondre à la question où va la guerre à ce stade, aujourd'hui. J'ai lu, par exemple, ce matin sur le blog de Larry Johnson, une opinion selon laquelle il considérait que Donald Trump, qui va prendre ses fonctions le 20 janvier, n'aurait pas à s'occuper de l'Ukraine, car la question serait réglée. Eh bien, aucun des trois intervenants que vous allez entendre n'est de cet avis. Voilà. On n'est pas rentré dans le détail des cartes, des villes prises, mais simplement on a essayé de comprendre ce qui se passait pour imaginer ce qui nous attend dans les semaines et les mois qui viennent. Voilà. Eh bien, écoutez, bonne vidéo et à très bientôt. Bonjour les amis, bonjour les fidèles. Alors, bonjour Hervé, bonjour Alexandre qui est en décalage horaire, puisqu'après son périple au Japon, il est rentré. Alors, avant de commencer l'enregistrement, on discutait un petit peu entre nous. On a décidé de faire cette vidéo à ma demande parce que je ne comprends pas très bien ce qui se passe. Je me suis un peu éloigné du quotidien de l'actualité militaire. Et on entend à peu près tous les jours que l'Ukraine va s'effondrer. Le lendemain, elle ne s'est pas effondrée. Donc, ça continue. Il y a des combats, il y a des morts. Euh, Qu'est-ce qui se passe donc comment est-ce qu'on peut envisager les semaines et peut-être les mois qui viennent, et ce d'autant que Trump prend ses fonctions le 20 janvier prochain. Il a déjà pris des contacts avec Poutine, il a déjà eu un coup de téléphone, tout ça est médiatisé, mais on ne sait absolument pas ce qu'ils se sont dit. Donc c'était le souci, c'était de pouvoir expliquer quelle est la situation militaire et quelles sont les perspectives qu'on peut retenir. Voilà, messieurs, qui commence? Hervé, je te laisse la parole. Ouais, je te remercie. Bon, tout d'abord, il faut un petit peu sortir du narratif. Il y a le narratif des médias chez nous, mais il y a également le narratif des courants de pensée qui sont, on va dire, ou pro-russes ou anti-occidentaux. Moi, je pense qu'on est quand même loin d'un effondrement généralisé de l'armée ukrainienne, même si elle a des difficultés sur le plan des effectifs, notamment des effectifs d'infanterie, des problèmes sur le plan des matériels, avec cette disparité des matériels otaniens et la difficulté d'en assurer la maintenance, et même si elle a bien sûr des difficultés sur le plan, au plan de l'artillerie, des munitions. Hein, on est quand même loin d'un cas de figure d'effondrement généralisé de l'armée ukrainienne, même si elle a des difficultés sur le front, et notamment sur le front de Donetsk et sur même d'autres parties du front terrestre, je dis bien. Il est clair que si on prend un petit peu de hauteur et que l'on voit les choses de manière stratégique au plan militaire, on peut considérer que l'offensive sur Koursk, qui avait certainement un objectif politico-militaire de déstabilisation politique du pouvoir russe, et moi je ne crois pas du tout à ce qui est dit sur la volonté des Ukrainiens de saisir la centrale de Koursk. Je n'y crois pas, parce que dans ce cas-là, pourquoi ils n'ont pas attaqué la centrale de Zaporizhzhia? Alors que c'est une centrale typiquement qui était plus à portée, hein, et qui était beaucoup plus légitime en termes d'opération sur la centrale. Donc j'y Mhm. crois assez peu. Hein. Alors évidemment, c'est ce qu'on entend beaucoup, notamment de la part de Xavier Moreau. Alors Xavier Moreau a ses analyses qui sont parfois tout à fait, on va dire, cohérentes et rationnelles, même s'il a son a priori pro-russe, il s'en cache pas. Mais je n'y crois pas. Je n'y crois pas parce qu'il n'y a pas de cohérence dans ce cas-là entre cet objectif qui est loin, hein, sur Kursk, quasiment à 60 km de la frontière, ce qui veut dire qu'après, si jamais il y a saisie de la centrale, d'abord il faut la saisir, ensuite il faut tenir surtout les lignes d'approvisionnement. Ça veut dire que les Russes, de toute façon, à la limite, après, ils n'ont besoin que de faire une chose, c'est d'encercler la centrale et attendre que les forces ukrainiennes se rendent.
de toutes les manières. En plus, c'est compliqué parce que dès que l'on touche au nucléaire, ça devient quand même compliqué Mhm, sur le plan politique mhm, et mhm, aussi bien sur le plan international et même sur le plan moral. Donc, à mon avis, cet objectif-là n'était pas l'objectif. On était plutôt sur l'objectif politico-militaire, qui était celui de mettre en difficulté le pouvoir russe. Alors, cette offensive sur Koursk, plus elle dure, et c'est là où c'est étonnant quand même, plus elle dure, et plus les Ukrainiens y engagent des forces, plus ils facilitent et ils accélèrent la stratégie russe de conquête du Donbass et d'attrition des forces ukrainiennes. mhm. Oui, mais Et, attends, et Hervé, excuse-moi, je te coupe une seconde pour relancer une petite question dans la question. Mais pourquoi ils ne se retirent pas, les Ukrainiens? Parce que c'est coûteux. Ah, j'ai une parce réponse. que- vas-y, Alexandre. Eh bien, c'est en lien avec ce qui se passe avec l'élection de Trump. C'est-à-dire que, selon moi, et Hervé confirmera, lancer une offensive de telle envergure sur l'oblast de Koursk a eu plusieurs objectifs militaires et politiques. Donc nous, on dit, voilà, tel était l'objectif. Non, je pense qu'il y a eu plusieurs objectifs pour cette raison, ils ont dit, OK, on y va. Donc nous, on ne connaît pas les objectifs, mais maintenant, en voyant la situation politique, on parle des tables de négociation, de pourparlers de paix. Et on parle de geler le front. Maintenant, il est impossible de geler le front si les Ukrainiens ont une tête de pont en Russie. Impossible. Il est impossible que les Russes acceptent de geler le front avec des soldats ukrainiens sur leur territoire. Et je pense que les Ukrainiens ont fait exprès pour forcer la main en disant Trump va gagner. Et pour empêcher Trump de faire un cessez-le-feu, eh bien, on va lui rendre la tâche impossible. C'est-à-dire qu'on va attaquer en Russie, on va garder ce terrain-là, et les Russes ne pourront juste pas accepter les termes que Trump va leur proposer. Donc, je pense que pour moi, c'était l'objectif principal. Donc, je sais pas, la centrale nucléaire. Elle est tellement loin et c'est fou de se dire que des gens auraient accepté ça. Par contre, de se dire, oui, on pense que Trump va gagner, sachant que, et là, c'est en y pensant, en parlant avec vous que je me souviens de ça, en juillet, Zelensky avait parlé avec Trump. Et comme par hasard, quelques semaines plus tard, il lance l'offensive. Donc, je pense que Trump lui a dit oui, je pense à un cessez-le-feu comme ça. Zelensky a dit ah, très bien, oui, bonne idée. On va lancer pour tout faire pour que ça marche pas. Et Oui, mais pour attendez, forcer, autre question. Excuse-moi, je vas-y. t'interromps un petit peu parce que je trouve ça passionnant ce que j'entends là. Mais les Russes, ils n'ont pas Ouais. fait l'effort de se débarrasser de courses, qu'ils en ont les moyens quand même. Il y a une Mais disparité parce de qu'ils ne force. veulent pas non plus arrêter la guerre maintenant. Voilà. Bon, allez-y, allez-y. C'est-à-dire, c'est-à-dire que les deux camps en ce moment sont insatisfaits du statut de la guerre. C'est-à-dire que les Ukrainiens ne se considèrent pas battus et que ce que Trump leur proposerait serait comme une capitulation. Et ce que les Ukrainiens n'accepteraient pas. D'ailleurs, les Russes n'acceptent pas non plus puisqu'ils sont en train de gagner du terrain et s'arrêter maintenant briserait totalement leur momentum. Donc, je pense, bon, spoilers pour la vidéo, mais je pense que Trump a des idées un peu vagues sur ce qu'il veut faire, et je pense que ce qu'il veut faire ne va pas marcher. Ça ne va pas marcher puisque les deux camps sont insatisfaits de la proposition. Je suis d'accord avec toi. C'est tout le paradoxe de cette situation, puisque cette situation-là sur Kursk, si on la prend sur un plan politique, comme tu l'as très bien exposé, elle a sa rationalité, même si Mhm. elle coûte aux Ukrainiens sur le plan de la stratégie militaire. Ouais. Elle leur coûte énormément. Mais de facto, on sait que les Russes, ils l'ont annoncé, ils ne veulent pas d'un conflit gelé. Ouais. Ils Non, veulent mais d'une victoire et ils veulent une capitulation d'une certaine manière ou alors d'un traité de paix en leur faveur. Et en leur faveur, ça veut dire, à minima, je dis bien, ou à maxima, suivant les capacités qu'ils auront, c'est conquérir les catoblastes qui ont été annexés par le gouvernement russe. Et oui, ça restera ouais. à minima je pense, leur objectif. Alors après, il peut y avoir des conditions de réalisation sur le terrain. Mais quoi qu'on en dise, on voit très bien que, les Russes, d'abord, font énormément attention à ne pas avoir trop de pertes humaines, même s'ils ont des pertes qui sont très importantes, puisqu'ils ont des pertes qui sont supérieures, je parle de morts, à la guerre en Afghanistan, en l'état actuel, puisqu'on est sur un conflit de haute intensité. D'après Mediazona, on serait à peu près à 75 000 morts déclarés, hein, avec des sources vérifiées.
depuis le début du conflit. Alors, on peut extrapoler sur un nombre supérieur, mais on est déjà au-delà des pertes de la guerre en Afghanistan, puisque en termes de morts, je crois qu'on était à 45 000 de mémoire. 13 000. Non, non, mais 13 000, ça c'est ce qu'ils ont annoncé, mais après, les historiens Bon, ouais, ont peut-être. estimé le chiffre à 45 000, ce qui était plus cohérent en fait, hein, au regard Ouais. c'est ce qui, ouais, c'est vrai que tu as le chiffre de 13 000, en fait, les historiens après sont Hmm. allés sur le chiffre de 45 000. Et on est face à une situation où les deux belligérants sont insatisfaits, mais il y en a un qui prend l'avantage sur le front terrestre et qui est dans l'expectative sur le plan politique, puisque Trump étant, entre guillemets, un petit peu imprévisible, et le plan qui a été annoncé de paix par J.D. Vance, qui est celui de Trump, avec la zone démilitarisée un peu sur le modèle coréen, les Russes n'en veulent pas. Les Russes veulent un traité de paix avec une neutralisation militaire de l'Ukraine. Et en plus, c'est physiquement irréalisable. La zone démilitarisée entre la Corée du Nord et du Sud est beaucoup plus petite que celle entre l'Ukraine et la Russie. Donc, Oui. qui garderait cette frontière? Et en y pensant, est-ce que si c'est pour avoir encore plus de soldats de l'OTAN qui patrouilleraient sur cette frontière, c'est complètement dingue. Donc, non, non, j'y crois pas. Mais ça te montre un peu ce que je, ce qu'il faut comprendre avec Trump, c'est que les Américains élisent leur président pour des affaires intérieures et pas pour la géopolitique. Donc, les gens ont choisi Trump pour des questions américaines. Maintenant, ce qu'il va faire internationalement ne les intéresse pas vraiment et je pense qu'il va changer d'avis comme il l'a fait pendant les dernières élections ou en 2016, où il avait dit oui, on va partir d'Afghanistan, on va partir de là, on va tout arrêter. En fait, non. Il a envoyé plus de troupes en Afghanistan, un petit peu au début. Il a envoyé beaucoup de troupes en Irak contre l'État islamique. Donc, il n'a pas arrêté tout ce qu'il voulait, comme il l'avait dit. Donc, je pense que comme quand j'ai lu les articles, ils disent ces aides de camp, disons, lui ont fait ajuster le tir. Maintenant, en ce qui concerne l'Ukraine, donc il y a deux plans de paix qu'on a entendus dans les médias. Un, ça serait de geler le front. On en a parlé, c'est pas réaliste. D'autant plus, comme Hervé l'a dit, il y a tous les oblasts annexés. Donc, il y a non seulement donc le Donetsk, Luhansk. Luhansk, c'est presque terminé. On est à 99%. Mais Donetsk, qui reste quand même un gros morceau. Et ce qui dérange les Russes, c'est que la plupart des grosses villes sont encore aux mains des Ukrainiens. Donc, dans l'oblast de Donetsk, il y a Sloviansk et Kramatorsk, qui sont un peu les villes symboliques, puisque c'est là où la guerre en Ukraine a commencé. Donc, il y a un symbolisme qu'on ne peut pas ignorer. Et en ce qui concerne Zaporizhia, ben, il y a la ville de Zaporizhia qui est bien en main des Ukrainiens et la ville de Kherson, encore une fois. Donc, euh, ce- ce- cette demande n'est pas favorable aux Russes. Maintenant, il y a eu un autre plan, c'est-à-dire de juste donner tous les oblasts aux Russes. Et là, c'est intéressant, puisque connaissant Trump, il pourrait dire à Zelensky, tu dois accepter ce deal, car ce qui pourrait arriver est pire que ça. Mais je pense que Zelensky ne pourra pas accepter. Tout simplement, il ne pourra pas, en tant que chef d'État ukrainien, accepter ces conditions. Quitte à perdre une guerre, il ne pourra pas dire oui, j'ai capitulé. Et je pense que chaque pays comprendra que c'est mieux de. Je sais pas, c'est triste puisqu'on parle de la mort de gens. C'est affreux, mais en tant que chef d'État ukrainien, je vois mal les Ukrainiens juste capituler comme ça. Alors, Disons que, attends, vas-y, du point de vas-y. vue des Russes, la situation, alors attention, hein, je ne sais pas ce qu'il y a dans leur tête, mais je me mets à leur place. Ils ont au départ un double objectif assez rapidement, c'est le contrôle des quatre oblasts, directement ou indirectement. Maintenant, ils sont dans la Constitution, donc sur le plan territorial, ils garderont ça, ou ils veulent Mhm. garder ça. Ensuite, c'est la neutralisation de l'Ukraine. Neutralisation de l'Ukraine, alors avec zone tampon, etc. Ça Ça marchera neutralise pas, pas, ça ça. neutralise Ça pas. marchera pas. Ils peuvent toujours adhérer à l'OTAN, ils peuvent toujours laisser installer comme sont en train de le faire les Finlandais qui sont un peu cinglés pour ça, des missiles sur leur territoire. C'est-à-dire que l'objectif de neutralisation, les Russes ne l'obtiennent pas. Si on se rappelle
de la fin de l'année 2021, la lettre envoyée par les Russes avec la proposition d'un traité de sécurité collective, c'est ça aussi, ça reste important, cette idée. Alors, est-ce que, d'abord, premièrement, euh, est-ce qu'il y a vraiment une difficulté pour les Russes aujourd'hui, compte tenu du fait que la guerre dure? Je pense que s'ils avaient pu, ils l'auraient fait durer moins longtemps. Euh, Bagration, l'offensive commence jour pour jour, 3 ans après Barbarossa. Je me dis, 3 ans, ça fait 3 ans qu'il y a cette guerre, quoi. Oui, mais les Ça fait effectifs longtemps quand même, hein. c'est pas, on peut, en fait, on compare souvent, et je le fais des fois comme ça dans mes vidéos aussi, à la Deuxième Guerre mondiale, mais soyons honnêtes, le nombre Oui, de mais troupes qui non, est attends, Alexandre, ça n'a rien à pas voir. la même chose, ça n'a rien Ce à que je veux voir. dire, non, ce que je veux dire, c'est dans la perception qu'on a du temps. Ça Oui, fait oui, un oui, moment oui. que ça dure. Au début, on nous a dit opération de police. Ben, elle prend pas 5 minutes, l'opération de police. Donc, la question que je me pose, est-ce que on se dirige pas vers quelque chose, c'est-à-dire que c'est aussi coûteux, c'est très coûteux pour l'Europe, la situation, sur le plan économique, sur le plan énergétique. Mhm. Et Trump, tu as tout à fait raison. Je pense que les Américains n'ont rien à foutre de l'Ukraine, ils ne savent même pas où c'est. Ce qui les intéressait, c'était leur politique intérieure. Est-ce que Trump va pas dire aux Européens, maintenant vous vous démerdez, vous Oui, vous dé- et en fait, ça fait partie du plan. Regardez, Mike Pompeo, il a écrit un article cet été très intéressant sur ce que Trump pourrait faire. Maintenant, on a appris que Mike Pompeo ne fera pas partie de l'administration Trump, mais je pense qu'il y a quelque chose à écouter. Donc, il a dit que, en fait, Trump a tout intérêt à aider l'Ukraine. Maintenant, le gros problème que Trump a envers l'Ukraine, c'est que, soyons honnêtes, l'Ukraine est un pays corrompu. Et que sur les 175 milliards de dollars qui ont été envoyés en direction de l'Ukraine, très peu, en fait, a vraiment été investi dans le côté militaire. Bon, c'est un trou noir financier. Les Américains ont déjà subi le trou noir de l'Afghanistan. Ils ne veulent plus répéter cette erreur. Maintenant, Trump va simplement leur dire, maintenant, l'argent américain qu'on vous donne, c'est simplement pour acheter des armes américaines. Donc, ce qui va se passer, c'est que les États-Unis prennent en charge le, le soutien militaire, mais pour ça, il va falloir aussi que l'Europe envoie continuellement de l'argent. Donc Trump veut simplement peut-être affaiblir un peu l'Europe, qui est un compétiteur économique des États-Unis, il faut le rappeler. Donc, de ce que Mike Pompeo a dit en plus, c'est que au lieu de 2% du PIB sur la défense, maintenant, Trump pourrait exiger 3%. Et ce pourcentage en plus, beaucoup de pays vont l'acheter en équipement américain. Donc, Trump, s'il veut booster l'économie américaine, il a tout intérêt à soutenir l'Ukraine et à faire en sorte que tous les pays de l'OTAN se liguent ensemble. Je suis d'accord avec toi sur l'analyse stratégique qui est très pertinente parce que derrière toute irrationalité apparente, il y a toujours une rationalité et celle que tu exposes sur Kursk est très très défendable en fait, hein, sur l'objectif politico-militaire Mhm, des Ukrainiens. Moi, il y a quand même un fait qui est indéniable, c'est qu'actuellement, il y a une crise morale en Ukraine, hein, qui traverse la population mhm, vis-à-vis de la guerre et vis-à-vis des pertes de la guerre. Il suffit de regarder les réseaux sociaux ukrainiens ou même la presse ukrainienne ou même les députés de la Rada qui s'expriment, hein, et mhm, notamment une des députées de la commission de défense dont j'ai oublié son nom et pourtant qui est nationaliste fervente, mhm, qui est très critique par rapport à ce qui se passe actuellement sur le front et également par rapport aux pertes de l'armée, hein, en fait, hein. Donc mhm, il y a ce vrai sujet, et on voit très bien que la stratégie d'attrition des Russes qui a été mise en place et qui repose essentiellement sur leur puissance de feu qui, en termes mhm, d'artillerie de campagne, n'a pas d'équivalent dans toutes les armées du monde, hein. Dans la frange de la portée entre mhm, 10 et 20 kilomètres, ils ont une suprématie en termes de nombre de pièces qui a toujours été le marquant de l'artillerie de l'armée russe. On voit que ce déficit de ressources humaines mobilisées et mobilisables et cette crise morale qui atteint les éventuels futurs mobilisés va nuire à terme à l'efficacité de l'appareil militaire ukrainien, quelles que soient ses faiblesses, mais il a aussi des forces quand même, puisqu'on voit très bien que l'appareil militaire ukrainien résiste, hein. Sinon, depuis
malgré les déficits en matériel et en munitions, le front aurait craqué s'il n'y avait pas cette volonté sur le front de continuer à résister. Donc, à terme, cette usure morale et cette usure des effectifs va commencer à jouer. Va commencer à jouer avec peut-être des craquements du front qui vont, alors ils ont été perceptibles parfois, notamment lors des relèves d'unité, mais qui vont se faire de manière peut-être plus prégnante, plus courante et peut-être plus importante. Hein. Et c'est sur cela que comptent les Russes, en fait, cette fatigue morale et humaine, en fait, de l'Ukraine face à leur stratégie d'attrition. D'ailleurs, un cessez-le-feu pourrait plaire aux Ukrainiens, puisque ça mettrait, ils appuieraient sur pause dans cette guerre d'attrition. C'est-à-dire que, selon moi, les Ukrainiens perdent environ 30 à 40 000 tués blessés par mois, environ. Oui, c'est conséquent. Donc, de mettre pause pendant quelques temps, un mois, disons, c'est 40 000 soldats de plus qu'on peut éparpiller, remplir des unités et tout ça. Donc, voilà, ça, c'est un des problèmes de l'Ukraine. Après, au niveau, on va dire, plus militaire, je ne comprends pas pourquoi les Ukrainiens ne mobilisent pas plus de gens d'un coup. C'est-à-dire, c'est toujours par groupe de 30 000 et ces 30 000 sont gaspillés. À chaque vague de 30 000, il y a 10, quoi, 25% qui réussissent à survivre. Je ne comprends pas trop. D'ailleurs, on pourrait se poser la question pourquoi l'Ukraine n'a pas mobilisé toute sa population en 2022, qui aurait réglé beaucoup de problèmes auxquels ils font face aujourd'hui. Par exemple, la France en 14 a mobilisé tout le Oui, monde. mais parce qu'il y avait des plans de mobilisation. D'ailleurs, les plans français reposaient sur les plans de mobilisation. Le problème de mobiliser les gens, c'est que derrière, il faut que tu aies toute la chaîne logistique et de formation qui permettent De formation. de les entraîner et de les mettre en situation de combattre. Et ça, Mais je pense. je suis d'accord, mais de se dire que ces gens, ces hommes, sont déjà dans l'appareil militaire, aurait évité que beaucoup d'entre Ouais, eux quittent le pays, aurait évité que beaucoup d'entre eux se cachent, puisqu'il est beaucoup plus difficile de déserter, disons, quand tu es déjà au sein d'une unité, que si tu dois te cacher. C'est juste... mais, Ouais. ouais, on va pas rejouer malheureusement On va pas rejouer, mais ce match dramatique. Mais il est clair que sur la première phase de la guerre, notamment jusque en mars 2022, où il y a cette espèce de match nul un peu entre les deux hmm, armées, les deux forces, avec une progression russe qui est forte au sud et une progression russe vers Kiev qui est contrainte et on va dire maîtrisée par les Ukrainiens, il y avait un équilibre des forces à ce moment-là qui aurait pu conduire les deux belligérants à avoir des accords qui étaient équilibrés. À hmm, partir du moment où les Russes sont passés sur une autre stratégie, qui est la stratégie d'attrition, avec le retrait de Kherson et surtout la mobilisation partielle, ils sont passés sur d'autres objectifs de guerre. Et on l'a vu très bien d'ailleurs avec cette décision d'annexer les quatre hmm. oblasts. Donc il y a une vraie difficulté maintenant pour les deux belligérants, je dis bien les deux belligérants, d'atteindre les objectifs qui se sont fixés. En l'état, quand on voit les objectifs russes de conquête des quatre oblasts, ils paraissent plus à même de les atteindre que ceux, pour l'instant, demeurent inchangés et qui sont difficilement tenables, Hmm. ou on va dire rationnels, du gouvernement ukrainien, reconquérir les territoires perdus et retrouver les frontières de 91. C'est impossible, c'est impossible. Ça l'était déjà avant, mais ça l'est encore plus maintenant. Oui, oui. D'ailleurs, je suis d'accord avec toi, il n'y a pas de plan de rechange pour les Ukrainiens. Et c'est ce qui complique aussi la tâche des Russes d'un côté, puisque Oui. ce jusqu'au boutisme force les Russes aussi à continuer à se battre. Mais il faut pas aussi... Je suis content que tu aies parlé de mars 2022, puisque je trouve que quand Trump parle d'arrêter la guerre, on oublie qu'il y a eu tellement de pourparlers de paix. Par exemple, Istanbul, dans cette période, qui ont mené à rien, à rien. Les Ukrainiens ont d'ailleurs utilisé cette opportunité où les Russes ont commencé à arrêter de lancer des attaques pour contre-attaquer. Donc les Russes ont quand même une mémoire, ils sont amers. Assez amers de ça. Et en plus, pendant l'été, Zelensky parlait de paix. Tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Attaque de Kursk. Donc, les Russes ont un mauvais souvenir à chaque fois que les Ukrainiens mentionnent le mot
paix et on arrête la guerre, sans parler de 2014 et 2015 avec les accords de Minsk. Donc, cette fois-ci, je pense que les Russes veulent que l'Ukraine capitule selon leurs termes. Et je ne pense pas que les Russes soient très contents que les Américains s'ingèrent dans les affaires russes. C'est-à-dire que les Russes ne veulent pas que ce soit Trump qui soit le chef d'orchestre. Alors ça, c'est effectivement très intéressant. Les Russes ont-ils un plan B? Je ne vois pas lequel. Euh, faut, Les faut, Ukrainiens, faut, Ukrainiens, faut- Ukrainiens. Non, non, je parle des Russes. Je parle des Russes aujourd'hui. Ont-ils un plan B? Non, mais que j'ai défini tout à l'heure, hein, c'est-à-dire, bon, on récupère nos quatre blasts et on trouve le moyen de neutraliser Ah, l'Ukraine, de faire de l'Ukraine un État neutre, comme ça va pas la marcher. Suisse. Mais ça ne va pas marcher. Ça va pas marcher. Constitutionnellement, si, ça peut marcher. Bah, ils l'ont fait en 1945, en septembre 44 d'abord avec la Finlande, puis en 47 avec le traité de Paris, que la Finlande a violé. Je veux dire, normalement, on est de nouveau en état de guerre entre la Russie et la Finlande depuis que la Finlande a adhéré à l'OTAN. Enfin bon, ça, on n'en parle pas beaucoup. C'est le juriste chez moi qui parle. Non, l'objectif qui est donc, on récupère les oblasts parce que c'est une garantie de sécurité et puis aussi parce qu'ils sont riches, ces oblasts-là. Aussi, quand même, il y a toute la part Ça va, ça va, industrielle. ça va. Le Bon, Donbass, surtout Donetsk, je pense que Donetsk est très plus riche que les autres. Mais il faudrait vérifier. mais le problème de la neutralisation, donc d'aboutir à la neutralité de l'Ukraine, passe par une capitulation. Je vois pas quelle serait l'autre voie. Ce qui veut dire que la guerre d'attrition, le fait d'écraser comme ça méthodiquement l'armée ukrainienne, de compter sur la démoralisation, parce que je suis quand même un petit peu euh, je veux dire, pas étonné, parce que bon, je les connais pas, mais ils tiennent, quoi. C'est vrai que les Regarde, mobilisations, alors les gars, on entend tous les jours, oui, il y a eu des désertions, ce qui est vrai, oui, il y a 100 000 gars qui ceci, qui cela, mais ils continuent à se battre. Ils continuent à se battre, la logistique arrive sur le terrain, ils se servent de leurs armes, donc bon, les on est un peu mobilisations. dans une situation similaire que les Allemands sur le front de l'Est. C'est un peu. Je veux pas comparer l'Ukraine d'aujourd'hui aux Allemands, Oui, mais non, non, c'est- mais c'est-à-dire qu'il y a deux sortes d'unités en Ukraine. Il y a des unités de ligne qu'on appellerait et les unités de mobilisés. Les unités de mobilisés sont calquées sur le modèle russe des Sturmbataillon, donc des troupes de choc qui sont là pour tenir le terrain, les secteurs les plus difficiles. Mais tu avais mentionné avant que ça faisait un bout de temps que tu n'as pas suivi les nouvelles de l'Ukraine, et d'ailleurs, pendant que j'étais parti, moi non plus. Mais pendant mon analyse de la bataille de Pokrovsk, de cette offensive, d'ailleurs, merci Hervé de m'avoir mentionné sur Twitter, c'était gentil pour la vidéo. Donc, ce que j'ai remarqué, c'est que l'équipement ukrainien, c'est que de l'équipement soviète qu'ils utilisent sur cette partie du front. Où est où est tout cet équipement occidental? On voit plus les Bradley, on voit pas les Léopards, on voit pas les Abrams. Les Ukrainiens cachent quelque chose. Les Ukrainiens préparent. Et il y a eu des rumeurs sur le télégramme russe que les Ukrainiens préparent quelque chose. Et si vous avez remarqué, voilà, toutes les troupes d'élite ukrainiennes ne sont pas non plus à Pokrovsk. Donc on voit pas les brigades connues de l'armée ukrainienne non plus contre-attaquer. Les Ukrainiens préparent quelque chose. Qu'est-ce qu'ils préparent? Je ne sais pas. Je sais juste de mon analyse comme ça de ce secteur du front qu'on ne voit pas tant l'équipement, les Strikers, on ne les voit pas, les Marder allemands, on ne les voit pas, les VAB français, on ne les voit pas. Donc tout l'équipement OTAN n'est pas utilisé sur le front. Pourquoi? Je ne sais pas. Mais voilà, question sur cette chose. Et je pense que les Ukrainiens préparent un coup. Et peut-être à cause de l'offense, peut-être à cause de Trump, ils vont lancer ce coup plutôt qu'on ne le pense. oui, mais Euh, quel coup ils Ouais. peuvent lancer parce qu'ils n'ont pas de Ouais. couverture je sais pas, aérienne, ils ont je une réfléchis, on fait du infériorité brainstorming. d'artillerie colossale. Ouais. Aucune idée, je vais être Moi, honnête, aucune idée. ouais. C'est un brainstorming. Ouais, t'as raison. Moi, je suis un peu quand même dubitatif par rapport à ce que tu viens de dire parce que
Sur Kursk, on voit les matériels occidentaux, par contre, l'offensive sur Kursk a été remarquablement montée, hein, Mhm. en termes d'appui, de bulles de défense antiaérienne, de guerre électronique. Et on a vu justement ces matériels occidentaux sur Kursk, que ce soit les Strykers, que ce Ouais. soit les Léopards, que ce soit les Abrams. Alors c'est vrai que tu as raison, on les voit moins sur l'autre secteur, mais comme je l'ai remarqué, en regardant ta dernière vidéo sur l'offensive au sud de Donetsk, on voit que les Léopards A1 sont engagés après avoir été rétrofités par les Ukrainiens. Alors, Mhm. on va être clair, hein, les Léopards 1, qui sont des chars des années 60, ils sont méconnaissables, hein. Ils sont couverts de briques, hein. On ne Mhm. reconnaît plus Mhm. la Mhm. silhouette, hein. Mhm. Donc, on voit qu'au contraire, je pense qu'il y a une difficulté matérielle des Ukrainiens, il y a une difficulté en Absolument. munitions, il y a une difficulté en ressources humaines. Il y a toujours cette résistance quand même. Alors, ils sont passés, depuis que les Russes utilisent de manière systématique les bombes guidées, les FAB de 250, 500, 1500 et 3000 kilos, leur tactique habituelle de défense ferme dans les centres urbains, elle a, elle a fait florès. Ça ne fonctionne plus, hein, depuis Advitka. Donc, ils sont passés sur une forme de défense mobile qui est plutôt du freinage, hein, du freinage. Et est-ce que ce freinage, il est anticipé ou subi? C'est la seule question que l'on peut se poser, en fait. Mais tu as Mhm. raison, après, il y a encore des grosses agglomérations sur lesquelles les Russes peuvent buter encore. Mais s'ils butent, ils vont faire ce qu'ils ont fait depuis Advitka, c'est qu'ils vont en fait les raser à coups de bombes guidées, hein. Oui, mais regardez, Toretsk tient quand même plus longtemps Ouais. que je ne l'aurais cru. Chassiviar, c'est pas joué du tout. On sait dans quelle direction ça va, mais pour l'instant, les Russes n'ont toujours pas pris la ville. Donc, il y a quand même des agglomérations qui tiennent encore. Mais c'est normal, parce que en fait, la ressource humaine russe, à peu Mhm. près 540 000 hommes sur le front, c'est une ressource humaine qui n'est pas suffisante pour euh, Mhm. conduire des attaques et des offensives puissantes, en fait. Mhm. Donc, ils font des offensives par petites avancées, hein, et Mhm. comme les autres en face sont quand même retranchés, hein, et qui tiennent le terrain, eh bien, ils ont quand même des difficultés. Et ils sont même limités aussi, si tu veux, en termes de moyens. Il y a à peu près 200 appareils sur le front, mais tous les appareils ne sont pas disponibles à 100%. Il faut Mhm. qu'ils aient les capacités également et les munitions à lancer. Enfin, tu vois, il y a toute cette ingénierie. Parce que tu as raison de dire, faire des comparaisons avec la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, les effectifs ne sont pas du tout ceux de ces deux conflits. C'est un front Non. qui est lacunaire, en fait, où il y a peu de monde. Oui, et d'ailleurs, c'est quelque chose dont je voulais parler sur la manière dont les Ukrainiens et les Russes maintenant remplissent leurs effectifs. C'est-à-dire que les Ukrainiens, on sait maintenant que le nombre de volontaires est très bas. Bon, j'ai vu que maintenant chaque brigade ukrainienne a sa propre campagne de pub. Donc c'est vraiment à l'allemande presque. Les divisions allemandes, c'était des divisions connues et les gens voulaient se porter volontaires pour certaines unités. Donc les Ukrainiens font ce système. Donc, les unités d'élite ne prennent que des volontaires, tandis que les unités de ligne sont obligées de compenser leurs pertes avec des mobilisés. Donc, voilà, système à deux vitesses en Ukraine. Unité d'élite et unité de ligne. Bon. Et les Russes font exprès d'attaquer ces unités de ligne qui risquent de craquer beaucoup plus vite. Bon, ça c'est la première chose. Les Russes, pourquoi les Russes ne mobilisent plus? Donc, on entendait souvent parler, oui, les Russes vont mobiliser cette année. Tous les 3 mois, on entend que les Russes subissent tellement de pertes qu'ils sont obligés de mobiliser. Bon, eh bien, j'ai fait ma petite recherche. Et donc, ce qu'on oublie, c'est que les Russes comprennent très bien que s'ils mobilisent, ils auront les mêmes problèmes de corruption qu'en Ukraine. C'est-à-dire qu'il y aura beaucoup de gens qui vont partir, et en partant, ils vont prendre tout leur argent, ils ne vont plus payer d'impôts, et ils ne risquent de plus revenir en Russie. C'est un risque. Donc, fuite des cerveaux, quoi. Et ils en ont fait l'expérience en 2022. Ils ont vu que c'était quand même chaud. Donc, pourquoi pas mobiliser? Eh bien, pour éviter tous les problèmes de corruption, on va simplement payer les soldats avec des très bons salaires. Donc, faire une sorte de système basé sur le volontariat où les hommes viennent pour ce très bon salaire et ça évite en fait tous les problèmes liés à la corruption de payer des pots de vin
à tel officier, à telle personne, des faux billets médicaux et tout. Donc, ils ont trouvé une solution à un problème qu'ils connaissent très bien. Parce que, encore une fois, si tu raisonnes en termes de centre de gravité, le centre de gravité majeur des Russes, du pouvoir russe, c'est l'acceptation sociétale de la guerre par la Mhm. population russe. Et pour cela, il ne faut pas qu'il y ait le sentiment que la population russe est contrainte de subir la guerre, mais elle le fait que par choix et par volontariat, et Mhm. qu'ensuite les effets économiques de la guerre ne sont pas perceptibles. Alors, le pire, c'est que non seulement ils ne sont pas perceptibles, mais c'est qu'en plus, en l'état, l'économie russe, aussi bien manufacturière que de guerre, se nourrit de la guerre. Exact. Voilà. C'est tout le paradoxe Alors, de cette Ouais, ouais, Hervé, situation. je crois que ça va exact. plus loin. Bon, il y a tous les rapports Il a raison, il a raison, hein. de Jacques Sapir. Bon, mais moi, j'ai enfin, des contacts en Russie qui me disent que il y a une forme de prospérité. C'est-à-dire que, d'abord, il y a une Exact. industrie qui fonctionne, les salaires ont augmenté, on cherche on cherche les bras parce que il y a quasiment pas de chômage et le niveau de vie augmente. Et ça, c'est imparable. Je veux dire, pour un pouvoir, c'est ça le nerf de la guerre. Euh, Régis, les soldats russes n'ont jamais été aussi bien payés dans l'histoire. C'est-à-dire qu'un soldat russe gagne plus d'argent aujourd'hui en dollars qu'un soldat américain. oui, C'est mais énorme. il y a pas que les soldats. Oui, oui, Faut le mais dire. donc si l'élément principal, le pion le plus bas, gagne bien sa vie, alors imagine tous les autres au-dessus. C'est comme Hervé l'a dit, et ça montre encore plus les raisons pourquoi les Russes ne veulent pas arrêter cette guerre et pourquoi ils prennent leur temps aussi, puisque tout le monde est bien content du rythme de ce que cette guerre amène aussi au niveau économique. D'ailleurs, les Russes, même en Sibérie, où le salaire mensuel est proche de quoi, 400, 500 euros par mois, donc perspective d'avenir très limitée, d'un coup, on lui offre 5000 par mois, plus des primes. C'est-à-dire que dans l'armée russe, il y a des primes selon la performance au combat. Si tu avances d'1 kilomètre, on te donne 500 dollars. Donc si ton unité avance d'1 kilomètre et que c'est prouvé, tous les soldats se partagent une certaine somme d'argent. Si ton unité détruit un char occidental, ils reçoivent des bonus. Donc c'est un système hyper capitaliste en fait, qui est inspiré d'ailleurs par le système que les soviets utilisaient pendant la Deuxième Guerre mondiale. Tout ça pour dire que les Russes, en ce moment, ont trouvé une parade à ce qui aurait pu être une corruption, comme en Ukraine, où on voit des gens remplir leurs poches pour, ne, pour faire des petits papiers pour éviter que les gens soient mobilisés. Mais le problème, c'est que les Russes ont aussi beaucoup plus d'argent que les Ukrainiens. Ce qui Et- pourrait d'ailleurs, si on fait un brainstorm, on continue, ce qui pourrait être une parade des Européens, je comprends toujours pas pourquoi les Européens n'ont pas euh, pris le même rythme, c'est-à-dire au lieu de mobiliser comme ça, d'offrir de meilleurs salaires pour les volontaires. Et je suis sûr que beaucoup d'hommes en Ukraine seraient très intéressés par ces salaires, puisque pour l'instant, les opportunités seraient limitées. L'Europe, si elle pouvait aider l'Ukraine, ça serait en disant, bon, on vous aide à payer, on fait le même système qu'en Russie. C'est vrai ce que tu dis, mais il faut que derrière, bon, il y a un élan patriotique, hein, c'est clair, en Russie comme en Ukraine, mais en Russie, il y a cet élan patriotique parce qu'il est travaillé par le régime et par le pouvoir. Et ensuite, il y a cet intérêt personnel, on va dire matériel, qui vient en plus nourrir cet élan patriotique. Mais ce qui est Mhm. certain aussi, c'est que le volontaire se dit, je prends un risque, mais ce risque-là, il est jouable. C'est-à-dire que étant donné la puissance de feu de l'armée dans laquelle je vais Mhm. servir, j'ai quand même des chances de revenir de cette aventure sans être tué ou sans être blessé de manière irrémédiable. Il y a aussi ce raisonnement-là qui se fait chez les volontaires russes. C'est qu'ils se disent, je prends le risque. Je prends le risque parce que ce risque-là, d'une certaine manière, j'ai des chances d'en réchapper. Ce qui n'est pas forcément le cas de l'autre côté, parce qu'ils ont ce problème de puissance de feu qui est de plus en plus connu, forcément, puisque... Mhm. Et surtout, il y a un élément qui est important sur le plan du moral, c'est que les Russes font tourner leurs unités, Ouais. alors que de l'autre côté, ils recomplètent les unités. On voit très bien cette 47e brigade mécanisée qui a souvent servi de pompier sur le front, Ouais. qui d'ailleurs a été engagée aussi sur Kursk.
c'est toujours la même brigade. Donc ça veut dire que cette brigade-là, en fait, eh bien, elle n'a jamais été relevée ou par une autre brigade. C'est la brigade qui est chaque fois recomplétée, en fait, en effectif et en matériel, bien sûr. D'ailleurs, j'ai commencé à travailler sur une vidéo sur cette 47e brigade, puisque c'est vraiment les pompiers du front. Et bon, encore une fois, je veux pas faire le comparatif, mais c'est comme les divisions Panzer à division SS pendant la Deuxième Guerre mondiale, Mais qui vraiment ont été envoyées d'un secteur à l'autre et toujours recomplétées. Mais ta vidéo sur Soledové, sur la défense tactique de Soledové, tu vois que les brigades comme Azov, ainsi de suite, elles sont engagées à un moment donné. C'est la Oui, 12e brigade ouais, Azov, mais c'est pas ouais, la même ouais, Azov qu'on ouais, connaît. C'est d'accord. la version nouvelle, quoi. Nouvelle, oui, hein, mais c'est quand même la même idée derrière. Oui, C'est- oui, mais je veux dire, c'est pas les mêmes troupes. ouais. L'unité d'élite, c'est la 3e brigade Ah, d'assaut Azov. très bien, très bien, ah, C'est très bien. celle qui est d'élite. Là, Ouais, on a envoyé les troupes plutôt de la garde nationale. Donc, Karadag, la 15e Karadag et la 12e Azov, d'accord. voilà. Parce 12e que- Azov, ils ont des cadres de l'ancienne, du bataillon Azov et tout, mais c'est pas la même qualité. ah, d'accord, très bien. Pour Ok. l'instant, pour l'instant. Hmm, d'accord. Bon, en tous les cas, c'est vrai que ce système-là, il est comparable à ce que faisaient les Allemands sur le front de l'Est, avec ces Panzer-divisions, on va dire, connoté idéologiquement, hein, si tu vois ce que je veux dire, bah, c'est le Les symboles TLSS, hindous, ouais, voilà, qui influence servait en fait, hindoue. ouais, qui servait en fait de pompier sur le front, hein, c'est exactement ça, hein. Mais non, absolument. Il y D'ailleurs, a, il y a un élément quand même qui, je pense, sur le plan opératif et stratégique, qui fait également la différence au-delà de la puissance de feu entre les deux armées, et quelle que soit la qualité tactique des deux armées, c'est que l'armée russe a cette culture historique de réflexion stratégique, de réflexion opérative et d'état-major de niveau d'armée, de corps d'armée, de division. Et en face, on voit très bien qu'il y a un problème de coordination et mhm, de travail sur le plan qui dépasse celui de la brigade, en fait. Et dès mhm. qu'on est au-delà de la brigade, il y a ces problèmes de coordination, ou avec les appuis, ou notamment avec les relèves. Chaque fois, les Russes en ont profité d'ailleurs, hein. Oui, Et et je pense qu'il y a c'est pas un hasard d'ailleurs. ce C'est pas niveau un hasard. divisionnaire, en fait. Ouais, Ah, je te oui, laisse parler, pardon. ouais, vas-y, non, ce niveau divisionnaire en face chez les Ukrainiens, qui est important, hein, dans les armées de l'OTAN, n'a- Mhm, en fait, la guerre s'est déclenchée alors que les Ukrainiens avaient basculé sur le système brigade otanienne, mais n'avaient pas encore basculé sur le système divisionnaire otanien. Et ils ont des espèces de grands commandements territoriaux entre le mhm, niveau brigade et il n'y a pas de niveau intermédiaire de division ou de corps d'armée ou mhm. d'armée. Et ce qui fait que c'est souvent les brigades qui ont cette mission de coordination des appuis ou de coordination interbrigade. Et un état-major de brigade, même s'il est renforcé, c'est vraiment une culture différente, en fait, de Mhm. fonctionnement et de planification, de conduite des opérations par rapport au niveau de la brigade. Absolument, très bien expliqué, tout à fait d'accord. Mais il y a aussi, il faut prendre en compte que les Ukrainiens ont basé leur modèle sur la guerre du Donbass de 2014 à 2022, c'est-à-dire des opérations limitées. D'ailleurs, ils l'appelaient opération antiterroriste et, et quand on voit l'effectif vraiment sur le front, il était très limité. Donc, le système brigade marchait très bien pour eux pendant une dizaine d'années. Et donc, ils n'ont pas pu changer le modèle avec une guerre de grande envergure, ce qui est un peu normal. Maintenant, à 2 ans, 3 ans, ils auraient pu. Mais je pense que les Ukrainiens ont aussi un problème puisque ils ont différents organismes au sein même des forces armées. C'est-à-dire qu'il y a l'armée de terre, après il y a la garde nationale, après il y a telle chose et telle chose. Donc il y a et chaque organisme est concurrent l'un de l'autre, puisqu'ils veulent les ressources. Tandis que les Russes ont un système centralisé, c'est-à-dire qu'il y a le ministère de la Défense et tout ce qui est en dessous. Donc c'est beaucoup plus cohérent, mais ça vient aussi avec l'expérience, c'est-à-dire que les Russes ont repris leur ancien modèle, les Ukrainiens ont dû créer un modèle puzzle, quoi, un peu otanien, un peu soviète et tout. C'est laborieux. Et c'est difficile surtout de le réformer en situation de combat, hein, puisqu'ils sont en situation de combat, et d'autant plus lorsqu'ils sont en situation de pression, ils subissent une pression, c'est d'autant plus difficile de le réformer. Et il faudrait qu'à la limite,
là, il y a une brigade qui est formée par la France, mais ce qu'il faudrait, c'est que Mhm. l'OTAN forme des états-majors de division, en fait, ukrainiens. Et ça, il faut avoir le temps de le faire. Oui, mais le problème, c'est qu'il faudrait retirer ces officiers du front et de Bien les sûr. amener. Donc, c'est compliqué. Mais je pense que l'initiative de la France est très intéressante puisqu'elle résout plusieurs problèmes sur l'entraînement des soldats ukrainiens dont on a parlé si souvent. C'est-à-dire que l'OTAN formait des soldats, mais Hervé, tu nous raconteras, mais former un soldat en 3 semaines, ça... Non, mais, mais mais je suis d'accord avec toi, l'initiative de la France sur le plan tactique de former une brigade intégrée avec tous ses matériels, du soldat Cohérent, jusqu'à c'est cohérent. jusqu'à l'état-major de la brigade, c'est Hein. le meilleur système et c'est la Ah, ça coupe. première fois que c'est Hmm. fait. C'est la première fois que c'est fait. Et je pense que sur le plan opérationnel, cette brigade-là sera beaucoup plus cohérente que toutes les formations où on a injecté en fait des soldats dans des unités qui étaient déjà engagées en fait d'une certaine manière. D'ailleurs, pour que cette unité soit viable au long terme, il faudrait que les Français préparent déjà les remplacements pour les pertes. C'est-à-dire que si on envoie cette brigade comme ça, au premier choc, elle aura des pertes. Et si on ne peut pas remplacer les pertes par des soldats de qualité équivalente, la brigade chutera comme la 47e qui était ma foi, de bonne qualité, mais dont les soldats en remplacement étaient démobilisés et la qualité Moi, a chuté. je suis tout à fait d'accord avec toi. En fait, si les Européens voulaient aider très clairement l'armée ukrainienne à résister de manière efficace à la poussée russe, il faudrait que le système qui a été mis en place par la France soit dupliqué dans Mhm. d'autres pays qui en ont les moyens, c'est-à-dire globalement l'Angleterre, l'Italie et puis l'Allemagne. Et avec Absolument. peut-être des moyens qui sont plus adaptés au front ukrainien, parce que le modèle de la brigade qui est formé et entraîné par les Français. C'est le modèle de la brigade légère blindée sur le modèle français. Or, c'est un Mhm. modèle qui est compliqué lors d'un affrontement à tenir, lors d'un affrontement frontal et un affrontement de haute intensité comme sur le front ukrainien. Et c'est d'ailleurs pour cela que lors de la première guerre du Golfe, les brigades françaises avaient été d'abord qui avaient été engagées, avaient été de la division d'Aguet, avaient été renforcées par un bataillon de chars, et surtout que les Américains les avaient mis en flanc de garde, puisqu'ils étaient conscients que c'était des brigades qui ne pouvaient pas aller sur une attaque frontale du dispositif ennemi. Et ça va être un peu la difficulté Et de cette pourquoi? Et brigade, pourquoi? 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 parce qu'en fait, c'est des moyens qui sont trop légers, en fait. C'est des brigades. Le modèle de la brigade légère blindée française, c'est un modèle qui est très, très performant pour tout ce qui est raid. Raid, tu Hmm. vois, coup de poing. C'est une brigade qui est très, très mobile, en fait, très mobile, mais Mhm. qui, euh, en, en affrontement direct, frontal, de type le modèle ex-affrontement Est-Ouest à l'époque de la guerre froide, hein. Et donc, c'est un modèle qui, en fait, est peu tenable face à une troupe blindée mécanisée. Tu vois, quand je dis blindée mécanisée, Hmm. c'est avec du char, c'est avec du véhicule de combat d'infanterie chenillé, des moyens lourds, en fait. Tu vois, c'est Donc il une. manque des Leclerc, techniquement. Il manquerait Il des... manque, là, elle manque très clairement, elle manque des chars lourds, mais peut-être que lorsqu'elle sera engagée, elle peut être renforcée Hmm. par un bataillon de chars. Le problème des VAB, c'est que c'est un engin qui est très performant pour faire Mhm. des raids sur la route ou sur des chemins carrossables, mais en tout terrain, c'est un engin qui n'est pas bon, parce c'est un engin à 4 roues, en fait. Donc, il a, Et même en armement, je pense que c'est léger, non? oui, ben, Contraire bien à ce que sûr, tu dis. c'est léger, hein. C'est de la 12,7 sur les VAB, c'est du 105 mm sur les MX-10 RC, mais un canon de 105 mm assez léger. On est sur un modèle de brigade qui est fait pour faire ou de la flancarde ou de l'opération de raid coup de poing, tu vois. Mais attendez, Mhm. là, on est Pour en train de l'exploiter. parler d'un entraînement pour la création d'une brigade Hmm. dans un pays où les sondages démontrent que les Français n'ont aucune envie de s'engager là-bas, dans un pays où on a un gouvernement dont le Premier ministre appartient à un parti qui a fait 6% des voix aux dernières élections, dans une situation où le pays est quasiment en faillite financière, se retrouve confronté à des problèmes tout à fait considérables. Là, je parle de la France. Mais Mhm. on peut aussi parler de l'Allemagne,
qui se retrouvent dans une situation où ils sont en crise ministérielle totale. Nous, on a passé la crise, mais où est-ce que va ce gouvernement? Quelle sera la situation dans un mois, 2 mois, 3 mois? La situation politique s'entend, je ne parle même pas de la situation financière ou économique. Je veux dire, et je reviens à ce que je disais tout à l'heure concernant la volonté de Trump de dire aux Européens, débrouillez-vous. Et là, vous venez de dire, ben oui, on pourrait apporter d'abord ce que disait Alexandre, l'argent serait peut-être mieux utilisé s'il consistait à mieux payer les soldats, déjà, comme le font les Russes, mais euh, on équipe, on entraîne une brigade. Ça va sur un front de 1900 km, ça va représenter quelle distance Non, de je front? suis d'accord, mais c'est le principe. C'est-à-dire que c'est la première fois depuis le début de cette guerre en Ukraine que cette idée va être mise en pratique. C'est-à-dire qu'avant, on entraînait des soldats individuels qui, je pense, qui ne combattaient même pas ensemble, je crois. Je pense qu'ils étaient envoyés individuellement ou en section, je ne sais pas trop quoi. Là, pour la première fois, on a une unité de 2300 hommes équipés d'une manière cohérente par du matériel français qui va être envoyé au front. Donc, ce qu'on veut dire, c'est que ce modèle peut être répliqué assez facilement, puisqu'il ne demande pas tant de moyens à la France. Il ne demande que quelques Non, non, mais centaines attends, d'instruments. Alexandre, il ne demande pas. Non, soyons honnêtes, c'est du matériel des Non, non, mais il dépôts ne avec demande pas quelques tant de centaines moyens. Il demande d'instructeurs. des Hein, moyens. ça va, Il demande des ça va. moyens. Il demande des moyens politiques, d'abord et avant Oui, tout. Eh oui, il demande des moyens mais politiques. là, on On veut regarde, on va dire le construire. côté technique. On regarde le Oui, côté oui, non, mais ça, je technique. suis d'accord. Je suis entièrement d'accord. Mais le problème, c'est la situation. La façon dont l'Europe, je veux dire, quand on s'est associé à toutes les sanctions, qu'on a bloqué les avoirs russes, etc., on connaît le résultat. La volonté politique, elle existait à ce moment-là. Hein, la preuve, Monsieur Bruno Le Maire était un flamboyant ministre de l'économie qui allait mettre l'économie russe à genoux. Le problème, effectivement, je sais, Macron a été sur le lieu d'entraînement, il a été y faire un petit discours, tout ça c'est bien joli. Il fait 17% de satisfaits dans son pays. Cet homme ne devrait déjà plus être à l'Élysée. Donc là, je pose le problème politique. Que oui, effectivement, si on décidait d'aider l'Ukraine, de l'aider militairement, c'est ce genre d'initiative qu'il faudrait faire. A-t-on les moyens militaires? A-t-on les moyens en termes de matériel? Les moyens politiques? Je viens de dire ce que j'en pensais. Je crois qu'on serait beaucoup plus, comment dire, dans l'intérêt du peuple ukrainien que de pousser au règlement de cette guerre absurde qui coûte. Alors, c'est ça qui me surprend et je me retourne vers vous parce que vous avez bien expliqué que c'est une guerre qui ne mobilise pas des troupes très importantes. Alors, la comparaison avec la Deuxième Guerre mondiale, évidemment, et surtout le front de l'Est, évidemment, mais elle a l'air quand même extrêmement meurtrière. Regarde, Régis, à titre de comparaison, c'est comme si en 1917, beaucoup de gens des deux côtés disaient cette guerre est absurde, surtout les socialistes qui, des deux côtés allemands, français, disaient c'est absurde. Mais c'est comme si en 1917, on disait à la France, non, mais on arrête là, chacun rentre chez soi, Non, non, mais les attends, Allemands attends, gardent Alexandre. l'Alsace-Lorraine. Non, Alexandre. inacceptable, Non, non, inacceptable. Alexandre, c'est pas, on disait pas ça à la France. Encore que parce que la France, il y avait les États-Unis qui arrivaient, la France, on disait ça à l'Allemagne. Parce que l'Allemagne, si en 17, hein, elle avait compris qu'à cause du blocus, à cause de la situation, à cause de l'effondrement probable de l'Autriche-Hongrie, elle allait se retrouver dans une situation catastrophique, ça méritait. C'est vrai que c'est plus facile, tu as raison, de raconter l'histoire quand on connaît la fin, ça c'est clair. Hein, mais peut-être qu'en 17 et même peut-être en 16 avec effectivement la bataille des différents empires. Là, je ne sais plus quel était le titre du bouquin de mon cousin, mais c'est les leçons de l'histoire. Tu as raison. En 1917, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on a envoyé Clémenceau au poste de Premier ministre.
hein, donc, et on a décidé de poursuivre la guerre et on l'a gagnée. Mais on l'a gagnée exsangue d'ailleurs, et ce qui fait que bon, on a perdu Mais la voilà. victoire. On a perdu la Non, victoire. Non, mais là, oui, mais ce en que je veux dire, c'est l'occurrence, en territoire. C'est-à-dire que pour nous, c'est très facile de dire aux Ukrainiens, oui, bah, juste donner ces oblasts, c'est pas grave. non, non, attends, Mm. attends, Alexandre, je Bon, dis pas, je te parle non pas des leçons qu'il faut donner aux Ukrainiens, on les a empêchés d'appliquer le traité de paix qui avait été ouais, négocié, celui de Minsk, celui d'Istanbul. On a des responsabilités importantes. Vis-à-vis d'eux, c'est parfaitement exact. absolument. Hein, on leur a dit, vous inquiétez pas, on va vous aider. Surtout, continuer à emmerder les Russes. Moyennant quoi, aujourd'hui, l'Europe est dans une situation politique, économique, financière difficile. Difficile. Le Mais, couple franco-allemand, qui est la locomotive de l'Europe, est à poil, claqué au sol, comme on dit je maintenant. pense, mais si on se redirige sur l'Ukraine, puisque je pense qu'on est tous les trois d'accord sur cette analyse. Mais il faut pas oublier qu'en 94, les États-Unis se sont portés garants de la souveraineté territoriale de l'Ukraine. Et ça a des implications géopolitiques énormes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les mêmes personnes qui sont portées garants vont dire aux Ukrainiens, on parle à votre ennemi et vous allez en fait redonner du territoire. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que Taïwan regarde la situation aussi. Ils se disent, bon, ça vaut pas le coup de se battre si les Américains qui disent qu'ils vont nous soutenir demain vont nous abandonner. Donc, il y a des implications énormes au niveau géopolitique. C'est-à-dire que les Américains, avec cette décision, vont faire le choix entre l'isolationnisme ou on renforce l'alliance. Donc, à voir, d'accord? Je pense que Trump a envie de faire des choses. Il ne pourra pas tout faire ce qu'il veut faire, puisqu'il y a quand même le complexe militaro-industriel américain qui est ultra puissant. Voilà. Bon, je pense que la comparaison avec Taïwan est un petit peu oui, exagérée, parce que Taïwan, c'est le territoire chinois sur le plan juridique. En fait. C'est un territoire chinois. Alors évidemment, il y a une île qui fonctionne différemment que le continent, mais sur le plan juridique, en fait, c'est le concept même du Kuomintang, hein, c'est ce que disait Chiang Kai-shek, ou le Parti nationaliste chinois. Pour eux, il n'y avait qu'une Chine. Et c'est pour ça que lorsqu'il y a eu l'émergence de la Chine communiste, c'est elle qui a récupéré le poste Oui, de mais la... pourquoi? Mais pourquoi? Je suis tout à fait d'accord. Pourquoi? Parce que de 45, bon, de 48 à 72, le gouvernement de Taïwan, donc de la République de Chine, leur objectif était toujours de reconquérir Bien sûr, bien sûr. Et bien sûr, oui. la Chine. Bon, ça, qui a abandonné cette idée? C'est parce que les Américains ont décidé de faire affaire avec la Chine populaire au lieu de leur allié taïwanais. Donc, première trahison en 72 de Taïwan. Maintenant, Taïwan est une société à part. Oui, c'est clair. C'est C'est une clair. société à part. Maintenant, est-ce que les Taïwanais sont prêts à faire la guerre contre la Chine? C'est ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'en voyant l'attitude des Américains qui, ah, on aide, mais pas trop, et ils veulent pas trop se mouiller, ça leur donnerait des idées de se dire, bon, on fait la réunification finale. Bon, Mais d'ailleurs, les Russes considèrent l'Ukraine comme leur territoire ouais. aussi. C'est-à-dire Maintenant, que, si on fait le bilan des guerres américaines où les Américains ont abandonné, entre guillemets, Oui, les la liste est gouvernements, énorme. les gouvernements La liste est énorme. qu'ils ouais. soutenaient, il y en a beaucoup quand même, il y en a beaucoup. Hein. Et Absolument. Mais ça devient le un dernier problème. exemple, c'est en C'est à Afghanistan. chaque fois. C'est à C'est un chaque Donc, problème. je sais pas si tu parles du mémorandum de Budapest de 94. Oui, Les- oui, mais les- attends, Alexandre, on va pas polémiquer là-dessus, mais il y avait aussi l'engagement de Baker, le secrétaire d'État, sur le fait qu'il n'étendrait jamais l'OTAN C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, à c'est vrai, l'Est c'est vrai, c'est et vrai. tout. Donc, il y a un concept juridique qui est vachement pratique, que je vous donne. C'est ce qu'on appelle la novation. C'est-à-dire que tu peux avoir un contrat, hein, et tu peux avoir une situation juridique, et celle-ci évolue et se met en Mhm. place. Alors, avec des volontés exprimées, hein, c'est-à-dire que la commune intention des parties, et on va se retrouver avec une situation juridique différente. Pour la Chine, c'est ça. Pour la Chine, c'est ça, c'est qu'à un moment, les États-Unis, pour des raisons
pour faire chier les Russes, les Soviétiques, pardon. C'était tout à fait ça. Hein. C'était bon. Parce que bah, et c'est normal, ça aussi. Hein. Ils jouaient la Chine contre l'Union soviétique, mais ils ont reconnu, parce que De Gaulle en 66, c'est ce qu'il fait. Il commence par ça, hein, par dire voilà, la réalité. La République de Chine, qui a un siège au Conseil de sécurité de l'ONU avec droit de veto, c'est pas celle qui est confinée au territoire de Taïwan. C'est celle qui a la Chine continentale et qui est à pas loin d'1 milliard d'habitants. C'était sérieux juridiquement. On actait d'une nouvelle situation. On ne peut pas appeler ça une trahison de Taïwan. C'était le fait que le réel reprenait ses droits. Les Taïwanais l'ont pris comme une trahison. Comment? Les Taïwanais l'ont pris comme une trahison. Évidemment. Oui, voilà. Ah ben évidemment, puisqu'ils ont été, surtout du temps de Chiang Kai-shek, il est encore au pouvoir. C'est une sacrée dictature aussi. Alors qu'aujourd'hui, c'est différent. Le Kuomintang existe toujours. Il est dans l'opposition, mais il est favorable à la réunification, hein, le parti de Chiang Kai-shek. Bon, tout ça évolue, mais sur l'Ukraine, la solution, enfin, quand je parle de solution, elle doit partir de la réalité d'aujourd'hui. Et je pense que c'est pour ça que l'Europe doit se pencher sur le problème. C'est la question de la sécurité européenne qui est en cause. Aujourd'hui, on est dans une situation qui est une situation difficile, dangereuse. Il faudrait qu'on soit capable. Je fais pas, j'ai pas d'illusion sur ce que pourrait faire l'Union européenne. Simplement, alors, ce que je constate de cette discussion, c'est que je te disais, Alexandre, que j'avais lu ce matin l'article de Larry Johnson qui dit que demain matin, l'Ukraine s'effondrait. Il dit Euh, ça depuis 2 ans, oui, donc oui, voilà. non, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est moi, Hervé est là pour en témoigner. Ça fait longtemps que je dis ce que tu as dit tout à l'heure, me semble-t-il, les Russes font durer le plaisir. C'est un horrible terme, hein. C'est pas. Mais effectivement, il semble qu'ils ne soient pas pressés. Je suis pas totalement convaincu que ce soit le cas. Ils aimeraient peut-être en sortir pour passer à autre chose. Mais clairement, l'abcès est toujours purulent, quoi, à cet endroit-là. Et quand j'utilise cette métaphore, je dis que la guerre n'est pas terminée, elle va encore tuer des hommes, et que les solutions qui permettent de mettre en place un système, d'abord de ramener la paix, et puis de mettre en place un système sûr, ne sont pas réunies du tout. Et surtout, je veux pas être horrible, mais la paix, pourquoi? Si c'est pour avoir une paix type Première Guerre mondiale, pour après avoir la deuxième qui est encore pire tout de suite après, bon, je pense que pour une paix durable, il faut quand même des frontières durables. Et voilà, est-ce que les Russes ont tout plus intérêt à aller jusqu'au Dniepr et d'avoir une frontière physique, une barrière physique avec l'Occident pourrait être meilleur pour eux. Je sais pas. Je dis juste que voyant les tendances otaniennes et tout ça, et de se dire, bon, bah, on va. Moi, je pense, de ce que j'ai entendu, écoutez, moi, je sais pas, je lis des articles, je me renseigne. Mais de ce que j'ai entendu, les Russes, Poutine veut régler le problème de l'Ukraine pour 1 000 ans. C'est-à-dire qu'une fois pour toutes, régler le problème de l'Ukraine. Et pourquoi? Parce que Poutine a déjà un certain âge et il ne sait pas combien de temps il va encore durer et surtout il ne sait pas ce que son remplaçant va faire. Et donc lui, il a encore l'autorité morale en Russie. Tout le monde le respecte en Russie. Donc les gens sont prêts à le suivre dans cette guerre, selon moi. Corrigez-moi si j'ai tort. Bon, il sait que cette guerre, c'est la sienne et que il faut aller jusqu'au bout maintenant, puisqu'ils vont pas refaire des accords de cessez-le-feu pour recommencer dans 10 ans, peut-être Poutine ne sera plus là. Donc, les Russes vont aller jusqu'au fond, jusqu'au bout. C'est-à-dire, on ne sait pas quoi. Je pense que la rive droite, donc, non, la rive est du Dniepr, c'est un objectif de guerre vraiment, c'est une conclusion réelle à cette guerre. On s'arrête au Dniepr. Est-ce qu'ils vont pouvoir y aller? Ça, c'est une autre chose. Mais là, on parle au niveau politique. Ça mettrait vraiment une grosse barrière avec l'ouest de l'Ukraine.
Il y aurait Oui. beaucoup d'implications. Quitte à donner Kherson et Odessa aux Ukrainiens. Je suis d'accord avec toi parce que sur un plan militaire, il faut que les conquêtes russes s'adossent sur des éléments de topographie. Voilà. Les oblasts administratifs n'ont pas d'éléments de topographie. Donc, ils vont être contraints dans cette logique-là de s'adosser sur un élément de topographie. Et c'est là où l'élément de topographie, et peut-être que dans ce cadre-là, ils seraient prêts à accepter d'abandonner une partie de l'oblast de Kherson, qui lui aurait du mal à s'adosser sur un élément de topographie. Exactement. Et là, on pourrait avoir, entre guillemets, une forme de stabilisation des frontières avec un Mhm. sentiment pour les Russes qu'ils ont sécurisé, parce que on dit souvent les Russes, euh, Poutine obtient les objectifs inverses à à ceux qui poursuivaient, notamment avec la bascule de la Finlande dans l'OTAN. Mais la longueur des frontières entre la Finlande et puis la Russie ne sont pas comparables avec la longueur de frontière entre l'Ukraine et puis la Finlande. Et puis, sur un plan démographique et historique, la situation est totalement différente, quoi. Donc, je crois tout à fait que si jamais les Russes ont cette, entre guillemets, cette victoire militaire sur les forces ukrainiennes, ils chercheront tout à fait à adosser leur victoire, leur conquête sur le Dniepr. Je Alors, pense que... Et l'autre avantage de ça, c'est que les Ukrainiens, tant qu'ils gardent Odessa et un accès à la mer Noire, ils gardent un accès au commerce international. Exactement. Donc, ça serait... Bon, et c'est sûr qu'ils vont perdre une grande partie de leur pays, mais ils auront quand même les chances de se reconstruire économiquement. De toute façon, l'enjeu pour l'Ukraine, et ça c'est vraiment l'enjeu stratégique, et celui qui ne sera non négociable, je pense, par les Américains et les Européens, c'est que Odessa demeure un port ukrainien. Ouais. Et je pense que les Russes sont prêts à négocier à Je condition. pense que je suis Oui, pas à leur place. Je pense ouais, que c'est l'intérêt des Russes aussi, parce que oui. je veux dire c'est vital cette sortie sur la mer. Ça, il y a énormément d'enjeux. Alors bien évidemment, il faut rebâtir une relation plus apaisée entre la Russie et ce qui restera de l'Ukraine. J'aime bien ce que tu as dit, Alexandre, concernant la volonté de Poutine de laisser cette trace-là, parce qu'il aura fini son boulot. Il est venu au pouvoir. C'est un tsar, il se considère comme un tsar. Voilà. Et, Donc, un pas tsar tous, russe. hein, Oui, oui, les tsars rouges. On a les tsars rouges. Et comme Xi Jinping est également un empereur d'une nouvelle dynastie. Enfin, c'est assez extraordinaire. Cette permanence culturelle de ces grandes Mhm, civilisations, c'est toujours étonnant. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il veut laisser cette trace. Il a commencé le boulot en 2000. Il a redressé son pays qui était à genoux après les années 90 et les années Eltsine. Maintenant, il faut qu'il règle ce problème-là et qu'il le règle, tu as raison, de façon définitive. Enfin, rien n'est jamais définitif, hein. En mhm, histoire, on le sait bien. Hein, celui qui avait écrit Monsieur Fukuyama, j'allais dire Fukushima, c'est pas le même. Euh, Fukuyama, qui avait parlé de la fin de l'histoire, tu parles. Bon, donc, mais mhm. je pense que c'est un des objectifs de Poutine. Il faut qu'il trouve un interlocuteur de ce niveau en face. Ça peut être peut-être Mais Trump, hein. ça va se faire de soi. C'est-à-dire que si les Russes s'arrêtent au Dniepr, de toute façon, je pense pas qu'ils auront les moyens de faire une grande traversée du Dniepr et tout ça. Ça va être très compliqué. Donc, s'ils s'arrêtent au Dniepr, Mais le cessez-le-feu va être effectif. ils n'ont pas envie d'y aller, je pense pas, moi, ça mobilise du monde, ils vont avoir des pertes, il faut ensuite gérer, il faut. Mais je parlais de l'interlocuteur de l'autre côté. C'est bien évidemment une affaire, mais les Russes l'ont dit, c'est une affaire entre eux et les États-Unis. Chers amis, c'était Ah, passionnant. Vas-y, dernière vas-y. chose, un dernier mot. D'ailleurs, je trouve ça juste très intéressant que cette brigade française devrait être opérationnelle d'ici décembre, donc dans quelques semaines. Et on va voir ce qu'ils vont faire. Parce que si c'est une brigade opération coup de poing, comme tu l'as dit, Hervé, ça pourrait confirmer l'idée que cette brigade soit utilisée pour une certaine offensive.
Je sais Voilà. pas, je dis, on garde. Chers amis, vous avez eu un scoop grâce à notre ami canadien. Vous avez eu un scoop. On va voir. L'Ukraine serait en train de préparer un coup. Ben, on va être attentif à ça. En tout cas, merci de cette analyse. Je profite de l'occasion. Alexandre va publier une autre de ses remarquables vidéos demain, je crois. Alors, attention, il a été piraté par un drôle de truc où il y a quelqu'un qui a pris ces vidéos et qui, grâce à l'intelligence artificielle, je ne sais pas, a mis des paroles françaises dans sa bouche. Hein. C'est assez surprenant. Je suis tombé dessus sur une d'entre elles l'autre jour par hasard. Donc, soyez attentifs, il ne faut suivre que l'original et non pas la copie. Hein. Donc Merci, voilà. merci, c'est OK. gentil. Merci Hervé, merci Alexandre, hein, et on continue. À bientôt. Au revoir. Au revoir.